Kellen serra le volant en tournant sur Maple Street. Les trottoirs fissurés et les numéros de maisons effacés de Meadow Ridge, l'Illinois, s'étendaient devant lui comme une ligne du temps qu'il préférerait oublier. Joanie, 6 ans, était assise dans son siège rehausseur derrière lui, ses petites mains pressées contre la vitre. « C'est là que tu as grandi, papa ?» demanda-t-elle en désignant une maison à 2 étages dont la peinture bleue s'écaillait. « Oui. » La voix de Kellen resta posée. « C'est là que vivent grand-mère et grand-père. » 3 mois d'appels téléphoniques avaient conduit à ce moment. Sa mère, Dolores, l'appelait chaque semaine, sa voix douce comme du sirop de maïs, lui promettant que les choses avaient changé. Calvin était plus calme maintenant. Elle avait dit qu'il voulait connaître leur petite fille. La famille était importante. Kellen avait écouté chaque appel avec la patience d'un homme qui a appris à lire entre les lignes. Mais Joanie méritait de connaître ses grands-parents. Même s'il soupçonnait que cette visite se terminerait exactement comme il l'avait prévu, il se gara dans l'allée de gravier. La maison paraissait plus petite que dans ses souvenirs. Ses boiseries blanches étaient devenues grises avec le temps. Un carillon rouillé était suspendu silencieusement sur le porche. « Rappelle-toi ce dont nous avons parlé, » dit Kellen en détachant sa ceinture. « Si quelqu'un te met mal à l'aise, dis-le-moi tout de suite. » Joanie hocha la tête solennellement. À 6 ans, elle possédait une conscience inhabituelle du comportement des adultes qui l'impressionnait et l'inquiétait à la fois. Dolores fit irruption dans la maison avant même qu'il n'atteigne les marches du porche. Ses cheveux gris étaient parfaitement bouclés, sa robe à fleurs repassée et éclatante. Le spectacle avait déjà commencé. « Oh mon Dieu, regardez cette belle fille !» Elle se précipita vers Joanie, les bras tendus. « Je suis ta grand-mère, Dolores, ma chérie. Nous avons attendu si longtemps pour te rencontrer. » Joanie s'approcha de la jambe de Kell, mais parvint à esquisser un léger sourire. « Salut. » Calvin apparut dans l'embrasure de la porte, ses vêtements de travail remplacés par une chemise boutonnée propre. Ses mains épaisses pendaient le long de son corps, observant Joanie avec le même regard calculateur dont Kellen se souvenait de son enfance. « Elle a des yeux de Rourke, » dit Calvin. « Elle a l'air intelligente. »« Entrez. »« Entrez. » Dolores les fit franchir la porte d'entrée. Rena et les filles étaient déjà là. Elles étaient tellement excitées de rencontrer leur cousine. Le salon n'avait pas changé. Même tapis marron, même photo délavée sur la cheminée, même odeur suffocante de désodorisant qui tentait de masquer quelque chose de plus profond. Rena était assise sur le canapé, ses cheveux au burn ondulés et lâches, vêtue d'un jean et d'un pull qui coûtaient probablement plus cher que les courses hebdomadaires de la plupart des gens. « Tiens, tiens, » dit Rena, debout, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le fils prodigue revient. Ses filles, Paisley et Greer, se prélassaient par terre en jouant avec leur téléphone. Elles levèrent brièvement les yeux lorsque Joanie entra, leurs expressions oscillant entre l'ennui et le dédain. « Les filles, dites bonjour à votre cousine, » ordonna Rena. « Salut, » marmonna Paisley sans lever les yeux. Greer ne dit rien. Kellen sentit Joanie resserrer sa main. Il la serra doucement. « Joanie, ce sont tes cousines, » dit Dolores avec une joie forcée. Paisley a 12 ans et Greer 10. Elles adorent jouer. « Quel genre de jeu ?» demanda Joanie doucement, Paisley grogna. « Pas des jeux d'enfants, » dit Rena d'un ton dépourvu d'autorité. Kellen guida Joanie vers une chaise près de la fenêtre. « On ne peut pas rester longtemps, » dit-il à la salle. « J'ai une réunion à Chicago ce soir. »« Oh, tu peux bien rester dîner, » dit Dolores. « J'ai fait un rôti comme quand tu étais petit. On verra bien. » Calvin se laissa tomber dans son fauteuil en grognant. « Tu es beau, fiston. Le succès te va bien. » Le mot « fiston » résonna dans les oreilles de Kellen comme un grésillement. « Merci. Ça doit être agréable d'avoir tout cet argent, » dit Rena en se rasseyant sur le canapé. « Certains d'entre nous ont encore des difficultés ici-bas, dans le monde réel. » Kellen ne dit rien. Joanie balança ses jambes de la chaise, écoutant attentivement la conversation des adultes. « Allons, Rena, » dit rapidement Dolores. Kellen a travaillé dur pour ce qu'il a. J'en suis sûr. Le sourire de Rena s'éclaircit tandis que nous nous occupions de nos obligations familiales. Le vieux schéma reprenait déjà, les taquineries passives et agressives de Rena, les tentatives de Dolores pour gérer la conversation, le jugement silencieux de Calvin depuis son trône. Kellen était entré dans cette maison en s'attendant exactement à cette dynamique, et il la livrait pile au bon moment. « Joanie, ma chérie, »
dit Dolores en détournant son attention de la tension naissante. Veux-tu aider grand-mère en cuisine? J'allais commencer la vaisselle. Joanie regarda Kellen. Il hocha la tête. D'accord, dit-elle en se laissant glisser de la chaise. C'est ma gentille fille, rayonna Dolores. Viens, allons nous rendre utiles. Alors qu'elle disparaissait dans la cuisine, Rena se pencha en avant sur le canapé. Alors, ça fait combien de temps que tu n'as pas passé me voir? 2 ans? 3? Quelque chose comme ça. Tu sais, ça aurait été bien d'avoir de l'aide quand papa s'est fait opérer du dos l'année dernière. Calvin s'agita sur sa chaise. Je n'avais pas besoin d'aide. Bien sûr que non, dit Rena, mais un peu de soutien familial aurait été apprécié. Kellen l'observait attentivement. Les mêmes tactiques de manipulation, juste adaptées à un nouveau public. Rena avait toujours été douée pour instrumentaliser la culpabilité, se transformant en victime perpétuelle des choix des autres. J'ai envoyé une carte, dit-il simplement. Une carte? Rena rit, mais le son était dénué d'humour. Eh bien, je suppose que c'est quelque chose. De la cuisine parvint le bruit de l'eau courante et des bavardages joyeux. Dolores était en mode grand-mère, accablant probablement Joanie de questions sur l'école, les amis et les couleurs préférées. La petite a l'air bien élevée. Calvin dit, tu l'élèves bien. L'hypothèse désinvolte que l'idée de Calvin d'élever bien était quelque chose à laquelle aspirer envoya une froideur familière dans la poitrine de Kellen. C'est une bonne fille. Il faut de la discipline. Calvin poursuivit, les enfants d'aujourd'hui manquent de structure. Trop de dorlotement. Paisley et Greer continuèrent d'ignorer la conversation des adultes, perdus dans leur monde numérique respectif. L'ironie n'échappa pas à Kellen. La structure est importante, approuva-t-il d'une voix neutre. Bien sûr que si. Tu réussis. Center for Safe Childhood prenait forme. Un bâtiment chaleureux et accueillant avec de grandes fenêtres et des espaces de jeu en plein air conçus pour se sentir plus comme une maison qu'à une institution. Kellen est passé devant le site toutes les quelques semaines, généralement avec Joanie, tous deux regardant les progrès avec une satisfaction tranquille. Le cadre était terminé, le toit était allumé et les travaux intérieurs avaient commencé. Ça va être beau, a déclaré Joanie lors d'une de leurs visites. Les enfants vont se sentir en sécurité là-bas. Je pense que vous avez raison, papa. Ouais, je suis content que nous construisions cela au lieu de garder la vieille maison. Pourquoi est-ce? Parce que la vieille maison était là où des choses tristes se sont produites. Mais ce bâtiment est là où les tristes se seraient améliorés. PBS au printemps. Financé à base communautaire, axé sur l'intervention de crise immédiate plutôt que sur l'entreposage à long terme. Et ça marche. Avant même d'ouvrir, ça marche. Le simple fait de savoir que ces ressources seront disponibles ont changé la façon dont les services sociaux locaux abordent les situations de crise familiale. Cette même semaine, Kellen a reçu un visiteur inattendu dans son bureau. Calvin se tenait dans la réception, chapeau dans ses mains, l'air plus âgé et plus altéré que Kellen ne s'en souvient. Je voudrais 5 minutes, a déclaré Calvin lorsque Kellen est sorti de son bureau. Si vous pouvez l'épargner. Kellen a étudié le visage de son père, les lignes profondes autour de ses yeux, le chaume gris, les mains qui montraient des mois de travail manuel. 5 minutes, Kellen a accepté. Ils se sont assis dans le bureau de Kellen avec la porte fermée. Calvin a regardé autour des prix et des diplômes sur les murs, la vue du lac, la preuve du succès de son fils. Ta mère ne va pas bien, a déclaré Calvin sans préambule. Je suis désolé d'entendre cela. Elle ne cesse de demander pourquoi vous avez fait cela. Pourquoi vous laissez-vous tout perdre? Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis que nous avons tout perdu parce que nous ne pouvions pas payer pour cela. Quel homme a été surpris par l'honnêteté? C'est exact. Est-ce que c'est la voix de Calvin? Qui est fort à moment. She didn't mean it. Your mother. When she yelled at Joanie, she was just stressed. Stress explain behavior. It doesn't excuse it. Everyone make mistake. This wasn't a mistake. This was a choice. And when he left with Joanie, not one of you apologized. Not to her, not to me. You were too busy being angry that he wouldn't let you continue. Calvin's jaw tightened. So, this is permanent. This situation between us, this situation is the result de vos choix au cours des décennies.
Vous voulez changer, changer votre comportement. Comment? Les questions semblaient authentiques, ce qui a surpris Kellen plus qu'il ne l'avait admis. Commencez par s'excuser auprès de Joanie. Elle a 6 ans. Elle ne se souvient probablement même pas. Elle se souvient et elle mérite d'entendre que ce qui lui est arrivé était mal. Calvin se leva lentement. Et si nous nous excusons, si nous admettons que nous avions tort, alors quoi? Ensuite, vous seriez des personnes différentes de ce que vous êtes. Mais le feriez-vous? Pourrions-nous la revoir? Kellen a étudié le visage de son père, à la recherche de signes de changement authentique ou simplement de positionnement stratégique. Si vous deveniez le genre de personne qui pourrait vraiment vous excuser d'avoir nui à un enfant. Nous avons une conversation. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que vous obtiendrez. Calvin hocha la tête et se dirigea vers la porte. Le bâtiment que vous mettez en place. Celui avec son nom dessus. Et ça? C'est une bonne chose. Quoi qu'il en soit entre nous, c'est une bonne chose. Après le départ de Calvin, Kellen s'est assis dans son bureau pendant longtemps, regardant au lac et en pensant à la conversation. Son père avait semblé différent, plus fatigué, moins en colère, peut-être plus honnête que Kellen ne l'avait jamais vu. Mais différent n'était pas la même chose que changer. Et Kellen avait appris il y a longtemps à ne pas confondre les ajustements temporaires pour une véritable transformation. Ce soir-là, il a parlé à Joanie de la visite pendant le dîner. Grand-père est venu vous voir. Elle a demandé. Oui. De quoi voulait-il parler? Que s'est-il passé lorsque nous leur avons rendu visite? A-t-il dit désolé? Non. Mais il a demandé ce qu'il faudrait pour que cela se produise. Joanie a sérieusement considéré ces informations. Qu'avez-vous dit? Je lui ai dit qu'il devrait vous excuser auprès de vous de m'avoir appelé inutile. Pour vous appeler inutile? Pensez-vous qu'il le fera? Je ne sais pas. Les gens peuvent changer, mais ils doivent le vouloir. Et s'il dit désolé, allons-nous leur rendre visite à nouveau? Kellen a soigneusement choisi ses paroles. Si grand-père et grand-mère devenaient le genre de personnes qui pourraient sincèrement s'excuser de vous avoir blessé, alors nous parlons de ce qui vient ensuite. Mais à moins qu'ils ne changent. À moins qu'ils ne changent. Joanie hocha la tête, satisfaite de sa disposition conditionnelle. Cela semble juste. 2 semaines plus tard, Dolores a appelé. Kellen, laissez-le aller à la messagerie vocale, puis écoutez le message. Kellen, c'est maman. Je sais que vous ne me rappellerez probablement pas, mais je voulais que vous sachiez que je suis désolé. Je suis désolé pour ce que j'ai dit à Joanie, et je suis désolé pour tout. Je sais que nous n'étions pas de bons parents. Je sais que nous vous avons blessé, et je sais que dire désolé ne résout rien, mais je devais le dire quand même. J'espère que vous et Joanie êtes heureux. J'espère qu'elle sait à quel point elle a de la chance de vous avoir. Le message dure 2 minutes, brisé par plusieurs pauses où Dolores semblait pleurer. Kellen a sauvé la messagerie vocale mais n'a pas retourné l'appel. Le lendemain, il a reçu une lettre adressée à Joanie. Il provenait de Dolores écrit dans une écriture prudente sur la papeterie florale. Chère Joanie, ça a commencé. Je suis ta grand-mère, Dolores. J'écris pour vous dire que je suis vraiment désolé pour les choses méchantes que j'ai dites vous lorsque vous avez visité. Vous n'êtes pas inutile. Vous êtes intelligent et beau et bon. Je passais une mauvaise journée, mais ce n'est pas une excuse pour être méchant avec vous. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner. Amour, grand-mère. Kellen a lu la lettre 2 fois, puis l'a montrée à Joanie. Elle dit qu'elle est désolée, a observé Joanie. Oui, elle le fait. Pensez-vous qu'elle le pense? Je pense qu'elle essaie de le dire. Quelle est la différence? Le temps nous dira. Joanie a replié la lettre et l'a remise à Kellen. Pouvez-vous garder ça pour moi? Jusqu'à ce que je sois plus âgé et que je puisse décider ce que j'en pense. Bien sûr. Ce week-end, ils ont de nouveau passé le chantier de construction. L'extérieur était presque complet et les travailleurs installaient le panneau qui identifierait le bâtiment. Le centre Joanie ROR pour l'enfance sûr. Il y a mon nom, dit Joanie avec une fierté silencieuse. C'est là. Les enfants tristes connaîtront mon nom. Oui, ils le feront. C'est bien. Je veux qu'ils sachent que quelqu'un qui était triste a aidé une fois à construire leur lieu de sécurité. Kellen a regardé son fils dans le rétroviseur.
Tu étais triste une fois quand grand-mère m'a appelé inutile. J'étais triste pendant quelques jours, mais plus maintenant. Plus maintenant. Parce que tu m'as aidé à comprendre ce n'était pas pour moi. Il s'agissait de quelque chose de cassé en elle. C'est vrai. Et maintenant, quelque chose de bien venait de quelque chose de mauvais. C'est comme ça que ça marche parfois, non? C'est exactement comme ça que ça marche. Un an plus tard, Kellen et Joanie se tenaient devant le centre Joanie ROR pour l'enfance en toute sécurité, en regardant les enfants jouer dans la zone de loisirs de plein air. L'installation était ouverte depuis 3 mois et opérait déjà à capacité. Le bâtiment était tout ce que le docteur Martinez avait imaginé, chaleureux, accueillant, conçu pour se sentir en sécurité plutôt qu'institutionnel. De grandes fenêtres ont rempli les espaces de lumière naturelle. Les zones extérieures comprenaient des jardins où les enfants pouvaient cultiver des légumes et des fleurs. Les ailes résidentielles ont été divisées en petites gousses à domicile plutôt que dans des logements de style dormatoire. C'est parfait, a déclaré Joanie, en regardant un groupe d'enfants au sujet de son âge, en jouant sur l'équipement de l'aire de jeu. Cela ressemble exactement à mon dessin. C'est le cas. Une jeune fille, peut-être 8 ans, s'est approchée de la clôture séparant le trottoir public des terrains du centre. « Êtes-vous Joanie ?» Elle a demandé. « Oui, je suis Sarah. Je vis ici en ce moment. Merci pour le bâtiment. Vous êtes les bienvenus. Vous l'aimez ? C'est l'endroit le plus sûr que j'ai jamais été. » La simple déclaration a frappé Kellen plus fort que ce à quoi il ne s'y attendait. C'est pourquoi ils avaient déchiré la vieille maison. C'est pourquoi il avait coupé les versements hypothécaires de ses parents. C'est pourquoi il avait enduré des mois d'appels téléphoniques en colère et d'accusations sur les réseaux sociaux que Sarah pourrait avoir un endroit sûr pour être médecin. Martinez a émergé de l'entrée principale du bâtiment accompagné d'une femme que Kellen n'a pas reconnue. Kellen Joanie, le docteur Martinez, a appelé. Timing parfait. J'aimerais que vous rencontriez quelqu'un. La femme était dans la quarantaine avec des cheveux grisonnants et des yeux gentils. Elle portait un jean et un pull et des vêtements décontractés qui suggéraient qu'elle travaillait directement avec les enfants plutôt qu'une administration. Voici Linda Chin, notre directrice résidentielle. Le docteur Martinez a déclaré, Linda, voici Kellen ROR et son fils Joanie. Linda serra la main de Kellen chaleureusement. Merci d'avoir rendu cela possible. Nous avons pu aider 47 enfants en seulement 3 mois. Comment vont-ils, avec des services de soutien continu? Ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux sont placés dans des familles d'accueil soigneusement sélectionnées ou dans des structures d'accueil familiales. Joanie écoutait la conversation des adultes avec son attention habituelle. Madame Chin. Oui, ma chérie. Est-ce que tous les enfants ici sont en sécurité maintenant? Ils le sont. Chacun d'entre eux est en sécurité. Bien. C'est ce que nous voulions. Après le retour du docteur Martinez et de Linda Chin, Kellen et Joanie ont continué leur promenade dans le bâtiment. Perimeter of the propriété. Pour étendre le projet. Papa, dit Joanie en terminant leur circuit. Pourquoi as-tu mis mon nom sur le bâtiment? Parce que vous méritez de vous souvenir de qui vous êtes, pas pour ce que quelqu'un d'autre vous a appelé. Et parce que d'autres enfants devraient savoir que quelqu'un qui comprend la tristesse a aidé à faire leur endroit sûr aussi. Ils ont fait un silence confortable pendant plusieurs minutes, en retournant vers leur voiture. J'ai reçu une autre lettre de grand-mère la semaine dernière. Joanie a finalement dit. Je sais. Je veux toujours en parler? Elle a écrit chaque mois depuis 1 an. Oui. Et elle dit toujours qu'elle est désolée. Oui. Pour Joanie, chacune contenait des excuses. Logique. Sont à vous. Votre relation avec elle sera ce que vous décidez qu'il devrait être. Même si je décide que je n'en veux pas, même alors, et que vous ne serez pas en colère contre moi dans les 2 cas, je ne serai pas en colère contre vous dans les 2 cas. Alors qu'ils atteignirent leur voiture, Joanie a fait un regard de plus sur le centre. Le soleil de l'après-midi frappait les fenêtres à l'angle droit, faisant semblant de briller de l'ancienne maison. C'est beau, a-t-elle dit. A constaté que les souvenirs avaient détruit. Kellen la regarda dans le rétroviseur, âgé de 7 ans maintenant, confiant et sécurisé d'une manière qu'il n'avait jamais été à son âge. Elle grandirait en sachant que les adultes qui prétendaient l'aimer seraient tenus responsables de la façon dont ils l'ont traitée. Elle apprendrait que la sécurité n'était pas négociable, que la gentillesse était la norme minimale, que l'amour a été démontré par des actions plutôt que de déclarer par des mots,
et si jamais elle se retrouvait dans une situation où les gens qui prétendaient se soucier d'elle lui faisaient du mal, elle aurait la force de s'éloigner. Ce soir-là, après que Joanie dormait, Kellen se tenait sur son balcon surplombant le lac Michigan. Les lumières de la ville se reflètent sur l'eau comme des promesses dispersées, et l'air d'été apportait le son lointain de vie en continuant dans toute sa complexité désordonnée. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Louise, a vu le documentaire PBS sur le centre. Vous avez l'air bien à la caméra. Kellen a tapé, merci. Des regrets de rendre public avec l'histoire? Non. Si cela aide d'autres communautés à construire des ressources similaires, cela en valait la peine. Et votre famille? Comment gère-t-il l'attention? Il gérait. Toujours pas de contact. Dolores écrit à Joanie. Chaque mois, Calvin a envoyé une carte de Noël. Progresser? Peut-être. Le temps nous dira. Vous pensez que vous vous réconcilierez jamais? Kellen a regardé le lac et réfléchi à la question. La réconciliation impliquait un retour à un état d'harmonie précédent. Mais il n'y avait jamais eu d'harmonie dans sa famille, seulement un dysfonctionnement que tout le monde avait accepté de prétendre était normal. Ce que ses parents semblaient vouloir, c'était le pardon sans conséquence, restauration sans changement. Ce que Kellen avait besoin, c'était de la preuve qu'ils deviendraient des personnes différentes capables de différents choix. L'écart entre ces positions est resté impassible. Je ne pense pas que la réconciliation soit le bon mot, a-t-il tapé. Mais s'il continue de changer, nous trouverons peut-être une nouvelle façon de nous relier les uns aux autres. Assez juste. Et s'il ne change pas, alors Joanie et moi continuerons à construire de bonnes choses de l'épave des mauvaises choses. Cela ressemble à de la sagesse ou de l'entêtement. Parfois, il est difficile de faire la différence. Après la fin de la conversation, Kellen est resté sur le balcon pendant une autre heure. Demain, il emmènerait Joanie à sa leçon de piano, l'aidait à faire ses devoirs, lui lisait une histoire au coucher. Ils vivraient leur vie silencieuse et prévisible dans un espace exempt du chaos qui avait défini une enfance. Étage 47 enfants dormiraient en toute sécurité dans un bâtiment qui portait le nom de sa fille. Protégés par des adultes qui comprenaient que l'amour était un verbe, pas seulement un sentiment. Il ne ressentait pas de satisfaction, de justification ou de fermeture. Il a ressenti quelque chose de plus simple et plus durable. Le calme qui vient de l'alignement de vos actions avec vos valeurs. Quelle que soit la façon dont les autres réagissent, Kellen n'avait pas détruit une famille. Il a démantelé un mensonge et a construit quelque chose de vrai à sa place. La différence était tout. Parce que je ne t'ai pas laissé faire. Une éducation douce crée des enfants doux. Le bruit de la cuisine avait changé. La voix de Dolores était plus aiguë maintenant, bien que Kellen ne comprenne pas les mots. Puis il entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Lave la vaisselle correctement, petite fille inutile. Les mots transpercèrent la maison comme une lame. Paisley et Greer levèrent les yeux de leur téléphone, un sourire soudain illuminant leur visage. Kellen bougeait avant que la pensée ne s'empare d'eux. 3 pas plus loin, il put tout voir. Joanie se tenait devant l'évier, ses petites mains immergées dans l'eau savonneuse, les larmes ruisselant sur son visage. Une assiette en céramique était cassée sur le plan de travail. Dolores la surplombait, le visage rouge de colère. Regarde ce que tu as fait. Tu ne peux même pas laver une simple vaisselle sans casser quelque chose. Paisley et Greer l'avaient suivi jusqu'à la porte, leur rire à peine contenu. Elle pleure comme un bébé, murmura Greer. Totalement pathétique. Paisley acquiesça. Kellen entra dans la cuisine. La température semblait avoir chuté de 10 degrés. Joanie, dit-il doucement. Va attendre dans la voiture. Sa fille leva vers lui un regard de soulagement, les yeux noyés. Elle s'essuya les mains sur le torchon et passa devant lui sans un mot. Kellen se dirigea vers l'évier, prit le torchon et le posa délicatement sur le plan de travail. Lorsqu'il se tourna vers sa mère, son expression était parfaitement calme. Considère cette visite comme ta dernière. La bouche de Dolores s'ouvrit et se referma comme un poisson. Kellen, j'essayais juste de lui apprendre quelque chose. Non, ce seul mot portait le poids de 39 années de compréhension accumulée. Kellen observa chaque personne dans la pièce, le visage choqué de sa mère, la posture défensive de Rena sur le seuil, les expressions confuses de Paisley et Greer. Calvin fronça les sourcils depuis le salon. Il ne dit rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre à dire. Kellen traversa le salon, dépassa le fauteuil de Calvin,
Les protestations balbutiées de Rena, et sortit par la porte d'entrée. L'air frais cachait ses poumons comme un salut. Joanie était assise sur le siège passager de sa voiture, bouclée, le regard droit devant elle. Ses joues étaient encore humides. « Papa » dit-elle tandis qu'il démarrait le moteur. « Ouais, je ne veux pas revenir ici. »« Tu n'auras pas à le faire. » Ils roulèrent en silence pendant les 16 premiers kilomètres. Le téléphone de Kellen vibra d'appels entrants, mais il les ignora. Dans le rétroviseur, Meadow Ridge disparut derrière eux comme un mirage. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda finalement Joanie. « Non, tu n'as rien fait de mal. Grand-mère disait que j'étais inutile. » Les mains de Kellen se crispèrent sur le volant. Grand-mère avait tort. Pourquoi avait-elle dit ça alors? La question que pose tout enfant maltraité. Pourquoi m'ont-ils fait du mal si je ne le méritais pas? Kellen avait mis des décennies à apprendre la réponse. Et maintenant, il devait trouver un moyen de l'expliquer à un enfant de 6 ans. Certaines personnes, dit-il prudemment, ne savent pas être gentilles. Ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de quelque chose de brisé en eux. Joanie réfléchit à cela, comme quand les enfants sont méchants à l'école. Exactement comme ça. Mais les adultes devraient savoir. Leur diras-tu qu'ils m'ont blessé? Kellen la regarda dans le rétroviseur. Son expression était sérieuse, pleine d'espoir. Elle croyait encore à la possibilité de s'excuser, à ce que les gens admettent leurs erreurs et essaient de faire mieux. Je ne pense pas qu'ils écouteraient, dit-il honnêtement. Pourquoi pas? Parce qu'ils ne pensent pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Joanie assimila cette information avec la gravité de quelqu'un de beaucoup plus âgé. C'est triste. Oui, ça l'est. Son téléphone vibra encore et encore. Lorsqu'ils atteignirent les limites de Chicago, il avait reçu 14 appels manqués de sa mère et 6 de Rena. Il les supprima tous sans écouter les messages vocaux. Ce soir-là, une fois Joanie endormie dans son lit, Kellen s'assit dans un bureau et contempla les lumières de la ville. La visite s'était déroulée exactement comme il l'avait prévu, mais voir le visage de sa fille dans cette cuisine avait cristallisé quelque chose qu'il évitait depuis des années. Sa famille n'avait pas changé. Elle ne changerait jamais. Et il en avait fini de prétendre que l'espoir était la même chose que Wisdom. 3 jours plus tard, Kellen était assis en face de Louise Garrison à leur café habituel du centre-ville de Chicago. L'agitation matinale s'était dissipée, leur laissant une relative intimité dans un box d'angle donnant sur Michigan Avenue. Louise se préparait à remuer le café et attendait. Il connaissait Kellen depuis 8 ans, assez longtemps pour savoir quand son ami traversait une période difficile. L'histoire de la visite à Meadow Ridge avait pris exactement 4 minutes à raconter. Mais Louise voyait les calculs se jouer derrière le calme apparent de Kellen. « Alors, quelle est ta prochaine étape ?» demanda Louise. Kellen sortit son téléphone et ouvrit son application bancaire. Après quelques clics, il tourna l'écran vers Louise. « Tu vois ce virement automatique? Il est émis le 15 de chaque mois. » Louise plissa les yeux en regardant les chiffres. « C'est un remboursement d'hypothèque. Le remboursement de l'hypothèque de mes parents. Je le couvre depuis 6 ans grâce à une fiducie. » Seigneur, Kellen. Louise fit un rapide calcul mental. Ça doit faire plus de $100 000. 137 400 $. La précision du chiffre indiquait à Louise que Kellen avait suivi chaque centime. Pourquoi ne l'as-tu jamais mentionné? Parce que je ne l'ai pas fait pour eux. Je l'ai fait pour Joanie au cas où la situation empirerait et qu'elle ait besoin d'un endroit sur où aller. Je voulais m'assurer qu'ils aient de la stabilité. Louise posa sa tasse de café, mais maintenant, je sais que cette maison ne sera jamais sûre pour elle. Les doigts de Kellen parcoururent l'écran de son téléphone avec une efficacité éprouvée. La fiducie a été créée pour que je puisse la révoquer à tout moment. Il suffit d'envoyer un email à mon conseiller financier. Et ensuite, que se passe-t-il? Ils perçoivent 3 mois de remboursements hypothécaires sur leur propre compte s'ils ont l'argent, ce qui n'est pas le cas. Louise a travaillé dans la cybersécurité assez longtemps pour apprécier les solutions élégantes aux problèmes complexes. Comment savez-vous qu'ils n'ont pas l'argent? Parce que ma mère m'a appelé 4 fois la semaine dernière pour me demander de l'aide pour leur facture d'électricité. Mais ils ne savent pas que vous payez le prêt hypothécaire. Ils pensent que les paiements proviennent d'une indemnité que Calvin a obtenue de son ancien emploi. Ma mère mentionne parfois la chance qu'ils ont eu que sa blessure au dos se soit arrangée financièrement. Louise s'est adossée à la banquette.
Tu as été leur filet de sécurité pendant 6 ans et ils n'en savent rien. Exact. Et maintenant, tu supprimes ce filet. Je retire mon soutien à des gens qui viennent d'apprendre à ma fille de 6 ans qu'elle ne vaut rien. En fait, Ton ne cachait pas sa colère. Louise avait vu qu'Hélène gérait des rivaux commerciaux et des négociations hostiles, mais là, c'était différent. C'était personnel, d'une manière qui la mettait légèrement mal à l'aise. Quel est le délai ? Demanda Louis. L'email est envoyé aujourd'hui. La fiducie est dissoute dans 48 heures. Leur paiement de février sera le dernier que je m'occupe. Ils recevront donc les avis de saisie fin mai, début juin, selon l'état d'urgence du tribunal de comté. Louise sortit son téléphone et ouvrit son agenda. Cela fait exactement 3 mois. Et tu vas les laisser se débrouiller seuls. L'expression de Kellen ne changea pas, ce sont des adultes. Ils se débrouilleront ou pas. C'est leur choix. Louis observa attentivement son ami. Au fil de leurs années d'amitié, il avait appris à déchiffrer les différents silences de Kellen. Ce n'était pas le silence contemplatif de quelqu'un aux prises avec une décision difficile. C'était le calme posé de quelqu'un qui avait déjà examiné tous les angles et était parvenu à une conclusion. Tu sais qu'ils t'appelleront. Louise a dit que lorsque les avis commenceraient à arriver, tu ne leur dirais probablement rien. Je ne leur dirai rien. Ça va être dur. Ta mère surtout. Elle sera désorientée. Effrayée. Kellen regarda par la fenêtre les piétons qui passaient en trombe sur le trottoir en contrebas. Elle avait eu peur en criant après une enfant de 6 ans qui avait cassé une assiette. Ça ne l'avait pas arrêtée. Louise avait rencontré Joanie plusieurs fois au fil des ans. C'était une enfant remarquable. Réfléchie, curieuse, remarquablement bien adaptée compte tenu du fait qu'elle était élevée par un père célibataire qui travaillait 80 jours par semaine. L'idée que quelqu'un la réprimande était vraiment dérangeante. D'accord, a finalement dit Louise. Mais quel est le but ? Tu leur coupes le prêt immobilier, ils perdent la maison, et après ? Ensuite, ils assument les conséquences de leur choix. Mais qu'est-ce que ça leur apporte, à part les rendre sans abri ? L'attention de Kellen se reporta sur Louise avec une concentration extrême. Ça les prive de la possibilité de faire du mal à ma fille. Ils ne peuvent pas lui faire de mal si tu ne viens pas lui rendre visite. Tant qu'ils vivront dans cette maison, Joanie posera des questions sur ses grands-parents. Elle voudra savoir pourquoi on ne les voit pas. Elle se créera des histoires sur leur personnalité, sur ce qui lui manque. Et s'ils n'ont plus la maison, alors l'histoire devient simple. Grand-mère et grand-père ont fait de mauvais choix et ont perdu leur foyer. Pas de mystère, pas de place pour la fantaisie. Louise réfléchit à cette logique. C'était dur, mais d'une clarté brutale. Tu as vraiment réfléchi. J'ai eu 6 ans pour y réfléchir. Mais tu espères ne jamais avoir à l'utiliser. J'espère qu'ils me donneront tort. La voix de Kellen portait une vague trace de déception. Ce n'était pas le cas. Louise remua son café, gagnant le temps d'assimiler ce qu'il entendait. C'est un grand changement, mec. Une fois que tu appuies sur la gâchette, il n'y a plus de retour en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière. Mais ta mère, ton père, ils t'ont élevé. Quoi qu'il se soit passé entre vous, il y a une histoire. Oui, il y a une histoire. Le coup de pied fit abandonner le sujet à Louise. Au fil des ans, il avait entendu suffisamment d'indices sur l'enfance de Kellen pour savoir qu'elle n'avait pas été agréable. Mais Kellen gardait précieusement ces détails, ne les partageant qu'en cas d'absolue nécessité. « Tu as besoin de mon aide pour quoi que ce soit ?» demanda Louis. « Pas encore, mais je pourrais avoir besoin de tes compétences techniques plus tard. » Pourquoi ? Pour la documentation. Si les choses se compliquent, je veux être sûr d'avoir des archives claires. Louis hocha la tête. Fais-moi signe. Kellen sortit son portefeuille et laissa $20 sur la table pour 2 tasses de café. Je devrais y aller. Joanie a un cours de piano à 15 heures. Comment va-t-elle ? Après la visite, elle va bien. Les enfants sont résilients. Et toi ? Kellen se leva et boutonna son manteau. Je suis exactement là où je dois être. Après le départ de Louise, Kellen resta dans la cabine pendant encore 10 minutes. Son téléphone était posé sur la table devant lui, l'application bancaire toujours ouverte sur l'écran de gestion fiduciaire. Un seul email suffirait à tout déclencher. Il repensa aux larmes de Joanie dans la cuisine. La cruauté désinvolte dans la voix de sa mère,
le rire ravi de ses nièces regardant leur cousine souffrir. Kellen tapa l'email à son conseiller financier avec la même efficacité sereine qu'il mettait à chaque décision professionnelle. L'objet était « Dissolution urgente de la fiducie ». Il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir se remettre en question. La réponse arriva dans l'heure. Les documents de dissolution furent déposés. La fiducie sera clôturée demain avant la fin de la journée. Veuillez confirmer votre décision. Kellen confirma. Ce soir-là, il aida Joanie à faire ses devoirs à la table de la cuisine. Elle travaillait sur un devoir d'écriture sur les familles, illustrant son histoire de minutieux dessins au crayon. « Papa, dit-elle en levant les yeux de son journal. Tes parents te manquent-ils ? La question le prit de court. Pourquoi poses-tu cette question ? Parce que tu avais l'air triste quand nous avons quitté leur maison. Kellen réfléchit à la réponse. Les parents que j'aurais aimé avoir me manquent, mais ceux que j'ai eus ne me manquent pas. Quelle est la différence ? Ceux que j'aurais aimé avoir auraient été gentils avec toi. Joanie hocha la tête sérieusement et rendit son dessin. Elle illustrait une maison avec 2 silhouettes à la fenêtre, elle et Kellen. Aucun grand-parent en vue. 3 semaines plus tard, la procédure de saisie commencerait. Mais ce soir-là, Kellen ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La satisfaction d'un plan mis en œuvre 2 mois après la dissolution de la fiducie. Kellen examinait ses rapports trimestriels dans son bureau lorsque son téléphone se mit à vibrer. L'afficheur indiquait le numéro de sa mère. Lily alla sur la messagerie vocale 10 minutes plus tard. La sonnerie retentit à nouveau. Même numéro. Il déclina l'appel. À midi. Elle avait appelé 8 fois. Kellen écouta enfin le premier message. Kellen, ma chérie, il s'est passé quelque chose de terrible. Nous avons reçu cet avis de la banque concernant la saisie, mais il doit y avoir une erreur. L'argent de la liquidation de ton père a parfaitement remboursé l'hypothèque. Peux-tu me rappeler ? Je suis tellement perdu et effrayé. La voix semblait sincèrement paniquée. Dolores avait toujours elle était une actrice talentueuse, mais là, elle lui semblait différente, brute, sans filtre. Kellen supprima le message et ouvrit son ordinateur portable. Le tribunal du comté disposait d'une base de données en ligne pour les dossiers juridiques. Il chercha l'adresse de ses parents et trouva ce qu'il cherchait. Une mise en demeure avait été déposée 3 jours auparavant, pile à l'heure. Son téléphone vibra, un SMS de Rena lui parvint. Tu savais que papa et maman étaient en train de faire l'objet d'une saisie immobilière ? Pourquoi personne ne m'en a parlé ? Kellen mit le téléphone de côté et retourna à ses rapports. Les chiffres trimestriels étaient bons. Son entreprise avait décroché 2 nouveaux contrats avec des clients du Fortune 500, et sa plateforme de cybersécurité gagnait en reconnaissance dans le secteur. Il avait bâti quelque chose de solide, quelque chose qui ne pouvait pas être détruit par les dysfonctionnements des autres. La semaine suivante, les appels continuèrent. Dolores laissa des messages de plus en plus affolés. Calvin appela une fois, laissant un message vocal bourru à propos d'erreurs bancaires et cherchant à faire toute la lumière sur cette affaire. Rena envoya une série de SMS qui passèrent de questions confuses à des accusations passives-agressives. Kellen les ignora tous. Puis, une publication sur les réseaux sociaux a commencé. Louise lui a transmis des captures d'écran du profil de Rena, alors que les banques ciblent les personnes âgées avec des prêts abusifs. Où est la justice ? Mes parents sont menacés de saisie pour ce qui ne peut être que des erreurs administratives. Prions pour une résolution. Le message a suscité des dizaines de commentaires compatissants de la part des habitants de Meadow Ridge. Kellen se souvenait que des personnes du lycée lui avaient offert prière et soutien. Quelqu'un avait créé une page de financement participatif. Kellen a étudié les captures d'écran avec un intérêt professionnel. Rena jouait parfaitement le rôle de la victime, dépeignant ses parents comme des personnes âgées innocentes victimes d'abus de la cupidité des entreprises. Le récit était convaincant et la communauté s'est ralliée à lui. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que les paiements hypothécaires avaient cessé parce que Kellen avait cessé de les effectuer. Il a ouvert un nouvel email et a joint les captures d'écran, accompagnées d'un bref message. Préparez-vous à une acquisition discrète. Le destinataire était Cléo Ford, son avocate en droit immobilier. Si quelqu'un pouvait gérer cette situation avec aisance, c'était Cléo. Cléo l'a rappelé dans les 2 heures. J'ai examiné les documents de propriété, a-t-elle dit sans préambule. Titre de propriété clair, aucune prétention, sauf celle de
Hypothèque principale. La valeur de la propriété est d'environ 400 000 $. Le solde du prêt est d'environ 320 $. Combien de temps avant la vente aux enchères, en supposant qu'ils ne rattrapent pas leur paiement? Probablement 3 à 4 mois. La banque essaiera d'abord de négocier avec eux, mais s'ils ne peuvent pas prouver de revenus, ils ne le pourront pas. Mon père est en invalidité. Ma mère n'a jamais travaillé. Ensuite, la vente sera effectuée par le shérif. Je peux avoir une société écran prête à enchérir. Fais-le. Il y a autre chose que tu dois savoir. Ta sœur a publié ce lien de financement participatif. Ils ont déjà récolté environ 3 000 $. Kellen n'était pas surpris. Est-ce que ce sera suffisant? Loin de là. Ils ont besoin d'au moins 20 000 $ pour être à jour, et ce n'est que pour les arriérés. Ça ne résout pas le problème des paiements en cours. Bien, Kellen. La voix de Cléo était pleine de prudence. Je dois te poser la question directement. Tes parents savent-ils que tu as remboursé leur hypothèque? Non. Et tu prévois de racheter leur maison à des prix inférieurs à la moyenne? Les vendre aux enchères? Oui. C'est juridiquement valable, mais ça va créer un sérieux drame familial. Le drame familial existe déjà. Je le rends juste visible. Cléo resta silencieuse un instant. Bon, je vais créer la SARL et préparer l'acquisition. Tu veux que ton nom soit associé à ça? Pas avant la fin. Compris. Je te tiendrai au courant du calendrier. Après l'appel, Kellen se surprit à repenser à la dernière conversation qu'il avait eue avec sa mère avant la visite à Meadow Ridge. Elle avait appelé pour confirmer l'heure à laquelle il devait l'attendre, lui et Joanie. Je suis tellement contente, chérie. Elle avait dit, ton père s'est entraîné à être doux avec les enfants. Nous avons tous les deux travaillé sur nous-mêmes. Le souvenir lui semblait lointain, comme s'il s'agissait d'un souvenir de la vie de quelqu'un d'autre. Il avait voulu la croire à l'époque, s'était permis un mince espoir que l'âge ait adouci leurs traits. Au lieu de cela, ils avaient prouvé qui ils étaient vraiment en 15 minutes. Son ordinateur sonna avec une nouvelle notification par email. L'objet indiquait, du pasteur Winchelage, affaire familiale urgente. Kellen fixa l'email pendant plusieurs minutes avant de l'ouvrir. Le pasteur âge était un ami de la famille depuis des décennies. L'homme qui avait célébré le mariage de ses parents et baptisé Kellen et Rena. Cher Kellen, commençait le message. J'espère que tu vas bien. J'ai été informé de la situation difficile que vivent tes parents concernant leur foyer. Je sais que vous avez connu des difficultés au fil des ans, mais la famille est sacrée. C'est peut-être une occasion de guérison et de pardon. Ta mère est profondément bouleversée, et je crois qu'un mot de toi pourrait apporter du réconfort dans cette épreuve. Serais-tu disposé à prendre un café quand tu es le prochain en ville? Grâce et paix, Pasteur O.J. Kellen a lu le courriel 2 fois, puis s'est fait suivre et a supprimé l'original. Le pasteur âge était bien intentionné, mais il partait du même principe erroné qui avait piégé Kellen pendant des décennies, que les relations familiales étaient intrinsèquement précieuses, quel que soit leur contenu. Ce soir-là, il est allé chercher Joanie à son activité extrascolaire et ils sont rentrés chez eux en voiture à travers les embouteillages. Elle a parlé de sa journée, d'un contrôle d'orthographe qu'elle avait réussi haut la main et d'une dispute qu'elle avait aidé à résoudre entre deux camarades de classe dans la cour de récréation. Madison et Emma se disputaient pour savoir qui utiliserait les balançoires en premier, m'a-t-elle expliqué. Alors je leur ai dit qu'elles pouvaient jouer à tour de rôle et que je les chronométrerais. 5 minutes chacune. C'était une solution intelligente. Ça a fonctionné. Ils sont de nouveau amis. Kellen la regarda dans le rétroviseur. À 6 ans, elle faisait déjà preuve de plus d'intelligence émotionnelle et de compétences en résolution de conflits que la plupart des adultes qu'il connaissait. Le contraste avec sa propre famille était saisissant. Papa, dit Joanie en entrant dans leur parking. Quand est-ce que je reverrai grand-mère et grand-père? La question à laquelle il s'attendait. Tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été gentils avec toi. Mais peut-être qu'ils s'excuseront. Peut-être. Mais s'excuser et vouloir s'excuser sont deux choses différentes. Joanie réfléchit à cela tandis qu'il prenait l'ascenseur jusqu'à leur étage. Comment savoir si quelqu'un est sincère? Il change de comportement. Être désolé, c'est quelque chose qu'on montre, pas juste quelque chose qu'on dit. T'ont-ils déjà montré du regret? Non,
Alors ils ne le feront probablement pas cette fois non plus. Probablement pas. C'était une dure leçon pour un enfant de 6 ans. Mais Kellen avait appris depuis longtemps que protéger les enfants de la réalité ne les préparait pas à la vie. Cela les rendait simplement vulnérables lorsque la réalité arrivait inévitablement. Cette nuit-là, alors que Joanie dormait, Kellen reçut un appel d'un numéro inconnu avec un indicatif régional. Il laissa l'appel sur la messagerie, puis écouta le message. C'était Calvin, la voix plus rauque que d'habitude. « Mon fils, je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais ta mère est folle d'inquiétude. Il faut qu'on parle, mec. Rappelle-moi. » Le message avait le même ton que Calvin avait utilisé quand Kellen avait 12 ans et avait cassé une vitre avec une balle de baseball. Une autorité mêlée à une colère à peine contenue. La promesse de conséquences en cas de conformité n'était pas immédiate. Kellen a supprimé le message vocal et a désactivé son point d'accès 3 jours plus tard. Cléo a appelé pour donner des nouvelles. La banque a déposé une demande de jugement sommaire. Tes parents ont 30 jours pour répondre ou rattraper leur paiement. Après cela, ils passent au partage de la vente. D'après les réponses du financement participatif, ils en sont à environ $8 000 maintenant. C'est encore loin d'être suffisant. Et la SARL est créée et financée. Nous serons prêts à enchérir le moment venu. Bien, Kellen. Il y a autre chose. J'ai fait des recherches sur l'historique de la propriété. Tes parents ont acheté cette maison en 1987 pour $63 000. Même en tenant compte des améliorations, ils devraient avoir un capital important, ce qui signifie qu'ils pourraient la vendre eux-mêmes, rembourser l'hypothèque et repartir avec une belle somme d'argent. Mais ce n'est que s'ils agissent rapidement qu'ils le feront. Vu les publications sur les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'ils comprennent que c'est une option. Votre sœur n'arrête pas de parler de contester la saisie plutôt que d'explorer d'autres solutions. Kellen n'était pas surpris. Sa famille avait toujours privilégié le drame au pragmatisme, la victimisation à la responsabilité. Ils épuiseraient toutes les pistes de blâme et de compassion avant d'envisager des solutions pratiques. Prends-moi au courant quand la date de vente sera fixée. Il a dit, on fera l'affaire. Ce week-end-là, Joanie a dormi chez son amie Emma. Kellen s'est retrouvé seul dans son appartement pour la première fois depuis des semaines, entouré du bourdonnement silencieux de la ville par ses fenêtres. Il a ouvert son ordinateur portable et, pour la première fois depuis qu'il les avait supprimés, s'est permis de s'interroger sur les messages vocaux de sa mère. Pas assez pour les écouter, mais suffisamment pour reconnaître que, sous ses calculs stratégiques, l'enfant effrayé qu'il avait été se demandait encore pourquoi ses parents ne pouvaient pas l'aimer comme il en avait besoin. La réponse qu'il avait apprise au fil de décennies de thérapie et de dures leçons de sagesse était qu'il n'en avait tout simplement pas la capacité. Ce n'était pas une question de sa valeur ou de leurs intentions. C'était une incompatibilité fondamentale entre ce dont il avait besoin et ce qu'il pouvait lui offrir. Comprendre cela n'atténuait pas la douleur, mais cela clarifiait la voie à suivre. C'est pourquoi, lundi matin, le plan était en marche et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le pasteur Winchell O'Jay se tenait à l'accueil du bureau de Kellen, un mardi matin de début juin, ses mains burinées serrant une Bible en cuir usé. La réceptionniste semblait incertaine. Ce n'était clairement pas un rendez-vous d'affaires classique. Monsieur Héroer est en réunion toute la matinée, expliqua-t-elle pour la deuxième fois. J'attendrai, dit doucement le pasteur H. Aussi longtemps qu'il le faudra. À travers la vitre de son bureau, Kellen pouvait voir le vieil homme s'installer sur une chaise de la salle d'attente. 75 ans, cheveux gris clairsemés, mais toujours bien coiffé, vêtu du même costume bleu marine qu'il portait aux offices religieux depuis 30 ans. Kellen termina sa conférence téléphonique et se dirigea vers l'accueil. Pasteur H. Bonjour, Kellen. Le pasteur se leva lentement, l'arthrite visible dans ses mouvements. Merci de me recevoir. Je ne savais pas que j'avais le choix. On a toujours le choix, mon fils. C'est de ça que je suis venu parler. Kellen fit un geste vers son bureau. 5 minutes plus tard, le pasteur H le suivit à l'intérieur et s'assit en face du bureau de Kellen. Pendant un instant, aucun des deux hommes ne parla. Le regard du pasteur s'attarda sur la décoration épurée du bureau, les récompenses au mur, la vue sur le lac Michigan à travers les baies vitrées. Tu as bien réussi, dit finalement le pasteur H. Merci. Tes parents sont fiers de toi. Tu sais, malgré tout, l'expression de Kellen n'a pas changé. C'est pour ça que tu es là. Pour me parler de leur fierté?
Je suis là parce que ta mère souffre. Une vraie souffrance, Kellen. Elle est confuse et effrayée, et elle a besoin de son fils. Elle ne voulait pas crier sur ma fille. Elle a échoué. Le pasteur H se pencha légèrement en avant. On fait des erreurs, même les bonnes personnes. Ta mère t'aime et elle aime Joanie. Non, ma mère adore l'idée d'être grand-mère. Elle aime le statut social qui vient avec un fils qui réussit. Elle n'aime pas les gens. C'est un jugement sévère. Mais il est juste. Le pasteur H fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite photo. Ta mère me l'a donnée pour que je te la montre. Elle date de l'époque où tu avais l'âge de Joanie. Kellen jeta un coup d'œil à la photo sans la prendre. Un garçon de 6 ans aux cheveux noirs et au regard sérieux, debout à côté d'une Dolores beaucoup plus jeune dans leur jardin. Tous deux souriaient. Je me souviens de ce jour-là, dit Kellen. Elle était heureuse parce que mon père était en déplacement et ne pouvait pas gâcher notre partie. Elle était heureuse parce qu'elle était avec son fils. Elle était heureuse parce qu'il n'y avait personne pour critiquer son éducation ou lui dire qu'elle se comportait mal. Le pasteur H posa la photo sur le bureau entre eux. Tu étais l'amour, Kellen. Peut-être pas parfaitement, mais tu étais aimé. L'amour n'est pas un sentiment, pasteur. C'est un comportement. Et leur comportement envers moi, l'un envers l'autre, envers ma fille. Ce n'est pas de l'amour. Pardonner ne consiste pas à excuser un comportement. Il s'agit de se libérer du poids de la colère. Kellen se renversa dans son fauteuil. Je ne suis pas en colère. Non, la colère impliquerait que j'attendais quelque chose de différent. J'attends d'eux qu'ils soient exactement qui ils sont. Le pasteur H observa le visage de Kellen, cherchant des failles dans son calme apparent. Alors pourquoi cette saisie? Pourquoi les laissez-vous perdre leur maison? Je ne les laisse rien faire. J'ai cessé d'alimenter leur dysfonctionnement en supprimant le soutien qu'ils ignoraient, en supprimant le soutien qu'ils n'avaient jamais mérité. Ce sont tes parents, Kellen. Honore ton père et ta mère. L'honneur se mérite. La voix de Kellen était légèrement aigre. On ne peut pas exiger le respect uniquement par la biologie. Le pasteur H resta silencieux un instant, repensant visiblement son approche. Que faudrait-il pour que tu les aides? Une machine à remonter le temps. Je suis sérieux. Et moi? Kellen sortit son téléphone et ouvrit une vidéo qu'il avait gardée pour cette conversation. Je vais te montrer quelque chose, pasteur. Et après l'avoir regardé, je veux que tu me parles encore du pardon et des obligations familiales. Il tourna l'écran du téléphone vers le pasteur H et appuya sur lecture. La vidéo était granuleuse, mais le son était clair. La petite voix de Joanie tremblait de confusion alors qu'elle essayait de faire la vaisselle. Les mots durs de Dolores s'abattaient dans la cuisine. Lave la vaisselle correctement, petit inutile. Le rire de Paisley et Gray en arrière-plan. Pasteur H regardait en silence, le visage blême. C'est ma fille de 6 ans, dit Kellen à la fin de la vidéo, se faisant traiter d'inutile par sa grand-mère tandis que ses cousins riaient de ses larmes. Les mains du pasteur H tremblaient légèrement lorsqu'il rendit le téléphone. Je ne savais pas. Maintenant, vous le savez. Mais c'était sûrement un incident isolé. On a des mauvais jours. Ce n'était pas un mauvais jour. C'était mardi après-midi chez les ROR. C'est comme ça qu'ils sont quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. Leur avez-vous montré cette vidéo? Expliquez-leur ce que vous avez ressenti. Ils étaient là. Ils savent ce qui s'est passé, mais peut-être n'en comprennent-ils pas l'impact. La voix du pasteur Kellen était neutre. Sans appel. Voudriez-vous que votre petite fille soit dans cette pièce? Le pasteur H ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. La question flottait entre eux comme un défi. Diriez-vous à votre fille de ramener son enfant rendre visite à des gens qui l'ont traité d'inutile? Encourageriez-vous le pardon pour les adultes qui ont trouvé drôle de regarder une enfant de 6 ans? Pleurer? Le pasteur H fixa la photo sur le bureau. Non, dit-il doucement. Je ne le ferai pas. Puis nous nous comprenons. Le pasteur H se leva lentement, laissant la photo là où elle était. Et leurs âmes, Kellen? Et la rédemption? La rédemption exige la reconnaissance des torts. Ils ne pensent rien avoir fait de mal. Comment le sais-tu? Parce qu'aucun d'eux ne s'est excusé. Ni auprès de moi, ni auprès de Joanie.
Ils sont trop occupés à jouer les victimes pour reconnaître la véritable victime. Le pasteur âge atteignit la porte du bureau, puis se retourna. Et s'ils s'excusaient, s'ils reconnaissaient leurs erreurs, alors il serait différent. Mais si c'était le cas, Kellen envisagea cette question hypothétique. Si mes parents devenaient le genre de personnes capables de s'excuser sincèrement d'avoir fait du mal à un enfant, alors nous n'aurions pas cette conversation. La saisie immobilière n'aurait pas lieu. Alors, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, pasteur. Mais l'espoir n'est pas une stratégie, et je ne sacrifierai pas celui de ma fille. Le bien-être de ma famille reposait sur son potentiel d'épanouissement. Le pasteur ajocha lentement la tête et partit sans un mot. Après son départ, Kellen prit la photo sur son bureau. Le garçon de 6 ans, visible sur la photo, semblait heureux, innocent, inconscient des décennies de déception qui l'attendaient, mais il rangea une photo dans le tiroir de son bureau, à côté des cartes de visite et des papiers oubliés. Certains souvenirs appartenaient au passé. Les talons de Cléo Ford claquaient sur les marches du palais de justice alors qu'elle montait vers la vente aux enchères. C'était un jeudi matin humide de fin juillet, et une petite foule s'était rassemblée pour la vente. La plupart étaient des investisseurs ou des spéculateurs immobiliers en quête de bonnes affaires. Quelques-uns semblaient être des voisins attirés par la curiosité ou l'inquiétude. Kellen était assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue, observant à travers les vitres teintées. Il pouvait voir sa mère près de l'entrée du palais de justice, le visage tiré et pâle. Rena se tenait à côté d'elle, animée et furieuse, faisant un geste vers le commissaire-priseur. Un journaliste local s'installait non loin, probablement alerté par la campagne de Rena sur les réseaux sociaux. Midwest Property Holdings LLC représenté par Madame Ford. Le commissaire-priseur annonça. Mise à prix, $40 000. Un murmure parcourut la petite foule. La mise à prix était bien inférieure à la valeur du marché, mais c'était typique des ventes aux enchères de saisies immobilières. Ai-je bien entendu $50? Le commissaire-priseur poursuivit. Silence. Kellen avait fait ses recherches. La maison nécessitait d'importants travaux, une nouvelle toiture, une électricité modernisée, des réparations aux fondations que Calvin ignorait depuis des années. La plupart des investisseurs prendraient en compte ces coûts avant d'enchérir. Partant une fois à $40 000, le commissaire-priseur annonça $50. Une voix s'éleva dans la foule. Kellen le reconnut, Dave Morrison, un entrepreneur local qui achetait des propriétés en difficulté depuis des décennies. C'était exactement ce à quoi Kellen s'attendait. $60 000, dit clairement Cléo. Dave Morrison jeta un coup d'œil dans sa direction, évaluant la concurrence. Investisseur professionnel contre avocat de passage. Il hocha légèrement la tête et leva la main. 70-80. Cléo répliqua sans hésiter. Le schéma se poursuivit pendant plusieurs minutes. Dave allait enchérir. Cléo il riposterait immédiatement. Arrivé à 120 000, Dave commençait à paraître frustré. 130, cria-t-il, mais sa voix trahissait moins d'assurance. 140, Cléo répondit aussitôt. Dave regarda autour d'eux. Lui, espérant peut-être un soutien ou des conseils. Mais les ventes aux enchères de saisies immobilières n'étaient pas des décisions communautaires. C'étaient des transactions commerciales. 150, dit-il, mais cela ressemblait plus à une question qu'à une enchère. 175, dit Cléo. Dave Morrison s'écarta du commissaire-priseur et secoua la tête. La maison ne valait pas la peine de se lancer dans une bataille d'enchères, surtout contre quelqu'un qui semblait avoir des ressources illimitées. Après avoir proposé une fois à 175, le commissaire-priseur annonça qu'il en proposait 2. Vendu à Midwest Property Holdings. Cléo s'approcha pour remplir les papiers. De l'autre côté de la rue, Kellen pouvait voir Dolores se couvrir le visage de ses mains. Reno sortait déjà son téléphone, probablement pour publier un article sur les vautours du monde des affaires qui s'en prenaient à des familles innocentes. 20 minutes plus tard, Cléo se glissa dans le siège passager. Siège de la voiture de Kellen. Eh bien, c'était efficace. Des complications? Aucune. Vente nette, titre de propriété clair. Je déposerai l'avis d'expulsion cet après-midi. Délai de 30 jours. Ils peuvent contester, mais ils n'auront pas de motif. Nous sommes propriétaires du bien maintenant. Kellen démarra le moteur et s'éloigna du palais de justice. Dans son rétroviseur, il pouvait voir le journaliste interviewer sa mère et sa sœur.
Dolores avait l'air sous le choc. Rena semblait furieuse. Ta sœur a déjà posté ça sur les réseaux sociaux, dit Cléo en consultant son téléphone. Il y a quelque chose à propos de prédateurs commerciaux qui volent des maisons familiales. Laisse-moi deviner. Elle crée une autre page de financement participatif. En fait, oui. Aider la famille Héroer à lutter contre l'expulsion illégale. Kellen n'était pas surprise. Rena avait toujours été douée pour transformer ses échecs personnels en campagne publique de sympathie et de soutien. Elle ne comprend pas que l'expulsion soit tout à fait légale, continua Cléo. Nouveau propriétaire, nouvelles règles, procédure standard. Quelqu'un va-t-il faire un don à son financement participatif? Probablement. Les gens adorent les histoires d'outsiders, mais cela n'aura aucune importance. La procédure judiciaire est déjà en cours. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs kilomètres. Kellen n'éprouva ni satisfaction ni regret, juste le calme qui accompagnait la réussite d'un plan. Il y a autre chose, dit Cléo alors qu'ils atteignaient les limites de la ville de Chicago. J'ai fait des recherches supplémentaires sur la situation financière de vos parents. Et ils auraient pu éviter cela complètement. Même après avoir manqué plusieurs paiements hypothécaires, la banque aurait travaillé avec eux sur un plan de remboursement ou une modification de prêt. Ils n'ont même pas essayé. Pourquoi pas? D'après ce que je peux voir, ils étaient trop occupés à chercher quelqu'un d'autre à blâmer pour explorer des solutions. Kellen hocha la tête. Cela correspondait parfaitement au schéma. Sa famille avait toujours été plus intéressée par le rôle de victime que par la résolution des problèmes. Qu'est-ce qui, et ensuite, demanda Cléo. Ensuite, ils ont 30 jours pour déménager. Après ça, on prend possession. Et ensuite, je déciderai quoi faire d'une maison que je n'ai jamais voulu posséder. Ce soir-là, Kellen est allée chercher Joanie au camp d'été. Elle était brûlée par le soleil et épuisée, pleine d'histoires de projets d'art et d'artisanat et de jeux de tir au drapeau. Papa, Emma peut venir dîner demain, demanda-t-elle en se dirigeant vers la voiture. Si ses parents disent oui, ils viendront. Sa mère t'aime bien. Pourquoi? Parce que tu ne cries pas, cette observation fortuite le frappa plus fort qu'elle n'aurait dû. À 6 ans, Joanie avait déjà appris à évaluer les adultes en fonction de leur régulation émotionnelle. Elle avait développé des compétences de survie dont il espérait qu'elle n'aurait jamais besoin. Est-ce que tous les parents crient? Demanda-t-elle en rentrant à la maison. Non, les bons parents ne crient pas. Et quand les enfants font quelque chose de vraiment mal? Les bons parents trouvent d'autres moyens de leur donner des leçons. Joanie assimila cette information avec sérieux. Comme quoi? Comme expliquer pourquoi le comportement était répréhensible. Retirer des privilèges. S'assurer que les enfants comprennent les conséquences de leur choix. Mais sans crier. Sans crier. Tant mieux. Dit-elle en se calant dans son siège. Crier, c'est effrayant. Cette nuit-là, alors que Joanie dormait, Kellen reçut un appel de Louise. J'ai vu la couverture médiatique, dit Louise sans préambule. Ta sœur se donne à fond dans le récit de la victime. Je m'y attendais. Elle prétend que l'acheteur ciblait spécifiquement ta famille. Elle dit qu'il est suspect qu'une SARL se soit ruée sur l'affaire avec des fonds illimités. Un soupçon n'est pas une preuve. C'est vrai, mais elle gagne en popularité sur les réseaux sociaux. L'histoire est largement relayée. Kellum resta silencieux un instant. Est-ce que cela aura une incidence juridique? Non. Cléo avait tout prévu, mais pour ce qui est de l'opinion publique, je n'habite plus à Meadow Ridge. L'opinion publique là-bas ne me concerne pas. D'accord. Je voulais juste que tu saches à quoi tu fais face. J'apprécie. Après l'appel, Kellen a passé 1 heure à lire le message que Louise lui avait transmis sur les réseaux sociaux. Rena avait élaboré un récit captivant. Des parents âgés victimes de la cupidité des entreprises, des maisons familiales volées par de mystérieux investisseurs, une communauté se mobilisant pour lutter contre l'injustice. L'histoire avait tout ce qu'on aimait, des méchants clairement identifiés, des victimes attachantes et une dynamique de David contre Goliath qui en faisait un contenu viral. Ce que l'histoire ne mentionnait pas, c'était une fillette de 6 ans traitée d'inutile, ni 39 ans de violence psychologique, ni le fait que le mystérieux investisseur payait les conséquences du comportement choisi par sa famille. Mais c'était bien ainsi. Kellen ne s'attendait pas à ce que sa famille dise la vérité sur elle-même. Il avait simplement cessé d'attendre de lui qu'il les protège des conséquences de leurs mensonges. 2 semaines plus tard,
Cléo a appelé pour donner des nouvelles. Ils ont engagé un avocat, a-t-elle dit. Quelqu'un de Meadow Ridge, spécialisé dans le droit des locataires. Peuvent-ils empêcher l'expulsion? Non, mais ils peuvent la prolonger et la faire coûter plus cher. Combien de temps encore? Peut-être un mois de plus s'ils déposent les bonnes requêtes. Et cela coûte quelques milliers de dollars en frais de justice. Rien de bien grave. Kellen était étrangement impressionné. Pour la première fois de leur vie, ses parents se battaient pour quelque chose au lieu de se plaindre. Il était trop tard pour sauver leur maison. Mais au moins, ils essayaient. Qu'ils se battent, dit-il. Tant que l'issue ne change pas, elle ne changera pas. Mais préparez-vous à une couverture médiatique accrue. Leur avocat semble penser que la pression publique pourrait faire avancer leur cause. Serait-ce le cas? Il s'agit d'une affaire juridique, pas d'un concours de popularité. Le tribunal se fiche du nombre de personnes qui les plaindront. Ce soir-là, Kellen expliqua la situation à Joanie en termes adaptés à son âge. Grand-mère et grand-père doivent quitter leur maison, dit-il. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus payer. Où iront-ils? Ailleurs? Là où ils peuvent se le permettre? Joanie réfléchit à cette explication pragmatique. Est-ce qu'ils s'en sortiront? Ce sont des adultes. Ils trouveront une solution. Ça te rend triste? Kellen réfléchit attentivement à la question. Non, j'ai l'impression que quelque chose qui devait arriver arrive enfin. C'est bien, non? Oui, c'est bien. L'audience d'expulsion eut lieu un mardi matin étouffant doux. Kellen était assis au fond de la salle d'audience du comté de Meadow Ridge, vêtu d'un simple costume noir, observant les débats avec un intérêt détaché. Ses parents étaient assis à la table des accusés avec leur avocat, James Crawford, un homme d'une soixantaine d'années à la voix douce, qui avait probablement géré plus de litiges locatifs qu'il ne voulait en compter. Dolores portait sa plus belle robe, la bleu marine qu'elle réservait pour l'église et les occasions spéciales. Calvin, figé dans un costume mal ajusté, les mains jointes sur ses genoux, était assis au premier rang de la galerie, entouré de Paisley et Greer. Plusieurs voisins et fidèles occupaient les sièges restants, ainsi que le journaliste qui avait couvert la vente du shérif. La juge Patricia Harris, une femme d'une cinquantaine d'années austère, examinait le dossier avec une efficacité éprouvée. C'était une affaire de routine pour elle. Une autre saisie, une autre expulsion, une autre famille apprenant que les bonnes intentions ne paient pas les prêts immobiliers. Monsieur Crawford, le juge Hendricks demanda, pour quel motif vos clients contestent-ils cette expulsion? Crawford se leva lentement. Votre honneur, mes clients estiment que cette expulsion est une mesure de représailles. Le nouveau propriétaire a spécifiquement ciblé leur maison pour l'acquisition, et la chronologie suggère qu'il s'agissait d'une action coordonnée visant à déplacer un couple de personnes âgées. Avez-vous des preuves de représailles? Nous avons des preuves de circonstances suspectes, votre honneur. L'enchérisseur gagnant de la vente aux enchères était représenté par un avocat étranger aux ressources illimitées. Ils ont surenchéri sur tous les investisseurs locaux, apparemment dans le seul but d'acquérir cette propriété spécifique. Le juge Hendricks ne parut pas impressionné. Monsieur Crawford, les ventes aux enchères sont des enchères publiques. N'importe qui peut enchérir. Le fait que vos clients n'apprécient pas le gagnant ne constitue pas un motif d'annulation d'une vente légale. Votre honneur, si nous pouvions. De plus, le juge Hendricks a poursuivi, les difficultés financières de votre client ont précédé la vente de plusieurs mois. La procédure de saisie a été engagée parce qu'il n'avait pas honoré ses mensualités hypothécaires, et non parce que quelqu'un voulait acheter sa maison. Cléo Ford était assise à la table des plaignants, sans rien dire. Sa présence était presque superflue. La loi était claire, les documents étaient en règle et les arguments de la défense étaient dénués de fondement juridique. Crawford a tenté une approche différente. Votre honneur, mes clients sont prêts à payer tous les arriérés de loyer et les frais si le tribunal leur accordait un délai supplémentaire pour obtenir un financement. De quelle source, a interrompu le juge Hendricks. D'après la déclaration financière que vous avez déposée, vos clients n'ont aucun revenu hormis les prestations de sécurité sociale et d'invalidité. Comment comptent-ils payer plusieurs mois d'arriérés de loyer et les frais courants? Crawford a jeté un coup d'œil à Rena, qui a hoché la tête d'un air encourageant. Soutien de la communauté, votre honneur. D'importantes collectes de fonds locales ont été menées. Ce soutien de la communauté a-t-il permis de placer des fonds sous séquestre? Pas encore, votre honneur, mais cela n'a pas d'importance.
La procédure se poursuivait. Kellen observait le visage de sa mère pendant que le juge parlait. Dolores semblait comprendre, peut-être pour la première fois, que les bonnes intentions et la sympathie de la communauté ne l'emporteraient pas sur les réalités juridiques. Monsieur Crawford, le juge Hendricks, demanda avec une impatience croissante, vos clients ont-ils un fondement juridique pour contester cette expulsion? Ni émotionnel, ni circonstanciel. Crawford regarda ses notes, puis ses clients, puis de nouveau le juge. Non, votre honneur. L'audience est donc close. L'expulsion est accordée. Les accusés ont 7 jours pour quitter les lieux. Le juge s'abattit définitivement. Dans la galerie, Rena se leva immédiatement. C'est mal, s'écria-t-elle. Vous laissez des vautours d'entreprise détruire des familles. Madame, dit le juge Rice d'un ton sévère. Vous maintiendrez l'ordre dans ma salle d'audience ou vous serez expulsé. Ces gens ont volé notre maison familiale. Balef. 2 agents en uniforme s'approchèrent de Rena, qui se laissa escorter hors de la salle d'audience tout en continuant. Pour exprimer ses objections. Paisley et Greer le suivirent, plus gênés que solidaires. Calvin aida Dolores à se relever. Elle se déplaça lentement, comme si le poids de la réalité pesait enfin sur ses épaules. Ils discutèrent brièvement avec Crawford, signèrent quelques papiers et se dirigèrent vers la sortie. Kellen resta assis jusqu'à ce que la salle d'audience soit presque vide. Le juge Rice examinait déjà le dossier suivant, prêt à s'occuper des problèmes des autres. À l'extérieur du palais de justice, Kellen trouva ses parents debout près de leur vieux pick-up. Calvin chargeait une mallette dans la cabine tandis que Dolores, assise côté passager, ne fixait rien. Kellen s'approcha lentement. C'était la première fois qu'il les voyait aussi près depuis la visite qui avait tout déclenché. « Bonjour, papa. » Calvin leva les yeux, son expression oscillant entre surprise, colère et une pointe de résignation. « Fils, maman. » Dolores se tourna vers lui avec des yeux qui semblaient bien plus vieux qu'ils ne l'étaient 3 mois plus tôt. « Kellen. » Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Les marches du palais de justice. Tout autour d'eux, une activité intense régnait. D'autres familles géraient leurs propres problèmes juridiques. Des avocats se dépêchaient d'aller à l'audience suivante. Des journalistes enquêtent. D'histoire. Le saviez-vous? Dolores s'enquit doucement de la maison. Kellen étudia son visage. Elle semblait sincèrement perplexe, comme si le lien de cause à effet lui restait flou. Est-ce que je savais ce qu'ils allaient lui prendre? Qu'on allait tout perdre. Je savais que tu ne pouvais pas payer les mensualités de l'hypothèque, mais l'argent de l'indemnisation. Il n'y avait pas d'argent de l'indemnisation, maman. Calvin releva brusquement la tête. De quoi parles-tu? Des paiements que tu croyais provenir de l'indemnisation pour la blessure au dos de papa. Ce n'était pas le cas. Le visage de Dolores pâlit. Et puis où? Je payais ton hypothèque pendant 6 ans. Ces mots flottèrent dans l'air humide comme une confession. Les poings de Calvin se serrèrent à ses côtés. Toi, dit-il, tu l'étais. Je m'assurais que tu avais de la stabilité au cas où Joanie aurait besoin d'un endroit sûr où dormir. Et tu t'es arrêté, dit Dolores, la compréhension naissant dans ses yeux. Elle s'arrêta. Pourquoi? Sa voix était à peine un murmure. Kellen sortit son téléphone et leur montra la même vidéo qu'il avait partagée avec le pasteur O.J. De ce fait, ils la regardèrent en silence. Kellen vit le moment où Dolores reconnut sa propre voix, traitant Joanie d'inutile. Calvin serra les dents en entendant ses petites filles rire des larmes de leur cousine. À la fin de la vidéo, Dolores pleurait. J'ai passé une mauvaise journée. J'étais stressé par l'argent. Et quand elle a cassé l'assiette, elle avait 6 ans. Je sais, mais elle a 6 ans. Et tu l'as traitée d'inutile devant des enfants qui trouvaient ça drôle. Calvin s'avança, le visage rouge de colère. Écoute, mon garçon. Non. La voix de Kellen était d'une autorité calme qui interrompit Calvin au milieu d'une phrase. J'en ai assez d'écouter. J'en ai assez d'espérer. J'en ai assez de faire comme si cette famille était ce qu'elle n'est pas, nous sommes ta famille, dit Dolores en larmes. Quoi qu'il arrive, nous sommes ta famille. La famille, c'est ce qu'on fait, pas ce qu'on est. Et ce que tu as fait, c'est blesser ma fille. Ce n'était qu'un instant, plaida-t-elle. Un mauvais moment en 39 ans. C'était l'instant qui comptait. La colère de Calvin sembla se dissiper,
remplacé par quelque chose de plus difficile à définir. Alors voilà. Tu vas nous laisser tout perdre à cause d'une erreur. Je vais arrêter de permettre tes erreurs. Il y a une différence. Où sommes-nous censés aller, demanda Dolores. Nous n'avons nulle part où aller. Tu trouveras. Vous êtes adulte. Kellen, s'il te plaît. 7 jours, dit-il en se dirigeant vers sa voiture. Le juge t'a donné 7 jours. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Cria Dolores, la voix brisée. Détruire ta propre famille. Kellen s'arrêta et se retourna pour leur faire face une dernière fois. Non, j'ai juste arrêté de financer le train de vie de mon agresseur. Il monta dans sa voiture et partit, les laissant planter près de leur pick-up avec 7 jours pour accumuler 37 années de vie. Ce soir-là, il alla chercher Joanie chez Emma. Les deux filles avaient passé l'après-midi à faire des trucs. Des bracelets d'amitié et la planification d'un séjour en camping dans le jardin de Joanie. « Tu as passé une bonne journée, papa ?» demanda Joanie alors qu'il rentrait à la maison. « Moi aussi. Et toi ?» La mère d'Emma nous a préparé un sandwich au fromage grillé avec de la soupe à la tomate. Et on a regardé un film sur une princesse qui se sauve elle-même. Ça avait l'air d'un bon film. Ça l'était. La princesse n'avait besoin de personne pour la sauver, car elle était intelligente et courageuse. Kellen lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Ce sont de bonnes qualités. Tu me trouves intelligente et courageuse? Je pense que tu es l'une des personnes les plus intelligentes et courageuses que je connaisse. Joanie sourit à cette affirmation. Tant mieux, parce que la mère d'Emma disait que les filles intelligentes et courageuses peuvent faire tout ce qu'elles veulent en grandissant. La mère d'Emma a raison. Ce soir-là, après que Joanie se soit endormie, Kellen se tenait sur son balcon surplombant le lac Michigan. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau comme des étoiles éparses et l'air estival portait le bruit lointain de la circulation et des conversations des rues en contrebas. Son téléphone vibra, un SMS de Louise ayant vu les informations. « Comment te sens-tu » Kellen répondit comme si quelque chose qui devait arrivait enfin. « Des regrets » Non. Tant mieux. Tu as protégé ton enfant. C'est ce qui compte. Kellen empocha il raccrocha son téléphone et resta 1 heure sur le balcon à regarder le lac et à penser à l'avenir. Dans 7 jours, ses parents seraient sans abri. Dans 1 mois, il serait propriétaire de la maison où il avait grandi. Et quelque part entre ces deux réalités se trouvait la différence entre justice et vengeance, il avait choisi la justice. C'était exactement ce qu'il pensait, ni satisfaisant, ni douloureux. Juste nécessaire. 6 semaines après l'expulsion, Kellen se tenait dans les pièces vides de la maison de son enfance, regardant l'équipe de démolition emballer son matériel. Les murs, témoins de décennies de dysfonctionnement, avaient disparu. La cuisine, où Joanie avait été humiliée, n'était plus qu'un tas de débris dans une benne à ordures. La maison avait été réduite à ses fondations en 3 jours. Fini la pagaille, dit Mike Torres, le contremaître de la démolition, en s'essuyant le front. Quoi que vous prévoyiez de construire ici, ce sera bien mieux que ce qui existait auparavant. Kellen traversa l'espace qui abritait autrefois le salon. Ses pas résonnèrent dans le vide. Voilà le plan. Il avait passé des semaines à se renseigner sur les organisations à but non lucratif spécialisées dans les traumatismes infantiles et le rétablissement après des violences conjugales. Le choix final avait été facile, Avenaos, une organisation basée à Chicago spécialisée dans la fourniture d'espaces sécurisés et de services de soutien psychologique aux enfants victimes de violences familiales. Leur directrice, le Dr Sarah Martinez, s'était montrée prudemment optimiste lorsque Kellen l'avait contactée pour la première fois au sujet du don de terrain. Cela nous permettrait d'établir notre premier site satellite. Elle avait expliqué lors de leur première rencontre que Meadow Ridge avait un besoin important de ces services, mais qu'il n'y avait pas de ressources locales. Que construire ? Kellen avait demandé un établissement résidentiel pour enfants en situation de crise, un hébergement de courte durée, des bureaux de soutien psychologique, des espaces de soutien éducatif, un lieu de vie. Un endroit où les enfants peuvent être en sécurité pendant que nous travaillons avec les familles ou trouvons des placements alternatifs. C'était exactement ce que Kellen espérait entendre. 2 mois plus tard, la cérémonie d'inauguration était prévue pour la semaine suivante. Le docteur Martinez avait collaboré avec des entrepreneurs locaux pour concevoir un établissement pouvant accueillir jusqu'à 20 enfants à la fois, avec des logements pour le personnel et des bureaux administratifs.
La seule condition sur laquelle Kellen avait insisté était le nom, le centre Joanie ROR pour des enfants sûrs. Papa, est-ce que je peux voir où était notre ancienne maison? Kellen se retourna et trouva Joanie marchant prudemment sur le sol accidenté, chaussée de ses baskets violettes préférées et d'une robe d'été déjà tachée par la poussière de chantier. C'est ici, dit-il en désignant les fondations vides. C'est ici que vivaient grand-mère et grand-père. Joanie examina le rectangle de béton avec un intérêt profond. C'est plus petit que dans mes souvenirs. C'est souvent le cas. Que va-t-il y avoir ici à la place? Un endroit où les enfants pourront séjourner lorsqu'ils ont besoin d'un endroit sûr, comme un hôtel, en quelque sorte, mais pour les enfants dont les familles ont des problèmes. Il hocha gravement la tête. C'est bien. Les enfants ont besoin d'endroits sûrs. Oui, c'est vrai. Elle fit le tour des fondations, ses petites mains traînant le long du béton. Les enfants qui restent ici seront-ils tristes? Probablement. Mais ils seront en sécurité le temps de retrouver le bonheur. Et ce seront les adultes qui les aideront. Oui. Des adultes bienveillants qui savent s'occuper des enfants. Joanie sembla satisfaite de cette explication. On pourrait venir voir comment vont les enfants de temps en temps. Si tu veux. Moi oui. Je pense que ce serait bien de savoir que les enfants tristes ont un endroit où aller. Ce soir-là, Kellen reçut un appel du pasteur H. Je voulais vous remercier, dit le pasteur sans préambule. Pourquoi? Pour le don à Havenhouse. Le docteur Martinez s'est exprimé lors de notre réunion du conseil d'administration la semaine dernière. Ce que vous construisez va aider beaucoup d'enfants. C'est le but. Je voulais aussi m'excuser de vous avoir poussé au pardon sans comprendre la situation dans son intégralité. Kellen resta silencieuse un instant. Vous aviez de bonnes intentions. Les bonnes intentions n'excusent pas les erreurs de jugement. J'aurais dû mieux écouter. Et mes parents, comment vont-ils? Pasteur Agig. Ils logent dans une caravane de location en dehors de la ville. Calvin a trouvé du travail au silo à grains. Ta mère? Elle a du mal. Ça a été dur pour elle. J'en suis sûr. Elle a demandé de tes nouvelles, au sujet de Joanie. Que lui dis-tu? Que certains ponts autrefois brûlés ne peuvent pas être reconstruits avec de simples mots. Kellen a apprécié ton honnêteté. C'est un bon conseil. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Un message que tu aimerais que je transmette? Non, mais pasteur, oui. La prochaine fois qu'un membre de la famille te demandera d'intervenir dans une situation comme celle-ci, commence par demander ce que les enfants ont vécu. Le pasteur H est resté silencieux un long moment. Je le ferai. Merci pour la leçon. Après l'appel, Kellen a trouvé Joanie dans sa chambre, en train de dessiner à son petit bureau. L'image représentait un grand bâtiment avec de nombreuses fenêtres et un panneau indiquant « Endroit sûr » en lettres majuscules. Est-ce le nouveau bâtiment? A-t-il demandé. Oui. Je le dessine pour les tristes, les enfants savent à quoi ça ressemble avant d'y arriver. C'est très attentionné. Je veux qu'ils sachent que ce sera magnifique. Parfois, quand on est triste, on a besoin de savoir que de belles choses arrivent. Kellen a étudié le dessin plus attentivement. Joanie avait inclus des détails auxquels les architectes n'avaient probablement pas pensé. Des fleurs et des jardinières, une aire de jeu visible par une fenêtre. Des bonhommes allumettes d'enfants et d'adultes se tenant la main devant le bâtiment. Puis-je garder ça? A-t-il demandé. Bien sûr. Vous pourriez peut-être le montrer aux personnes qui construisent le vrai bâtiment. Je pense qu'ils aimeraient le voir. 3 jours plus tard, Kellen a rencontré le docteur Martinez sur le chantier. Les fondations avaient commencé et la charpente serait terminée dans les 6 semaines. Nous avons eu des développements intéressants, a déclaré le docteur Martinez en visitant le chantier. Le projet a fait le tour du monde et nous recevons des appels d'autres communautés souhaitant des installations similaires. C'est bien. C'est le cas. Mais je voulais vous demander quelque chose. Nous avons été contactés par un documentariste qui souhaite raconter l'histoire de comment ce centre a vu le jour. Évidemment, nous ne procéderions pas sans votre consentement. Kellen réfléchit à la demande. Quel genre d'histoire raconterait-il? L'histoire de la façon dont une tragédie personnelle peut se transformer en guérison communautaire. Comment les décisions difficiles d'une famille ont permis de fournir des ressources à des centaines d'autres familles. Et ma famille, mes parents, feraient partie de l'histoire, mais l'accent serait mis sur les enfants que ce centre accueillera.
Nous ne souhaitons pas exploiter la douleur de qui que ce soit. J'y réfléchirai. Bien sûr, aucune pression de part et d'autre. Ce soir-là, Kellen a discuté du projet de documentaire avec Joanie au dîner. On passera à la télé, a-t-elle demandé. Probablement. Eh bien, je dois parler de grand-mère et grand-père. Seulement si tu veux. Tu pourrais plutôt parler du nouveau bâtiment. Joanie réfléchit à cela tout en faisant tournoyer des spaghettis sur sa fourchette. Que se passerait-il si nous acceptions? D'autres personnes pourraient découvrir ce que nous construisons ici. Peut-être qu'elles voudraient construire des lieux similaires dans leur ville pour plus d'enfants tristes, et nous devrions le faire. Les enfants tristes ont besoin d'endroits sur partout. Kellen a appelé le docteur Martinez le lendemain matin et a accepté de participer au documentaire, sous réserve de conditions concernant la participation de Joanie et les aspects de leur histoire qui pourraient être partagés 2 semaines plus tard. Le journal local a publié un article en première page sur la construction du centre. L'article mentionnait que le projet était financé par un donateur privé ayant des liens personnels avec la communauté, mais ne nommait pas Kellen spécifiquement. Rena a commenté la publication sur les réseaux sociaux, intéressant de voir comment certaines personnes peuvent se permettre de construire des bâtiments luxueux alors que des membres âgés de leur famille vivent dans des caravanes. Quelqu'un a répondu, peut-être que si les membres âgés de la famille n'avaient pas perdu leur maison, ils n'auraient pas besoin de la caravane. Rena n'a pas répondu à ce commentaire. En octobre, la construction était en avance sur le calendrier. Joanie ROR.